La faim dans le monde s'est nettement aggravée avec la crise du Covid-19. C'est le cri d'alerte lancé par la FAO. Dans un nouveau rapport, l'agence spécialisée de l'ONU révèle qu'entre 2019 et 2020, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de 18%. En 2020, plus de 800 millions de personnes ont manqué de nourriture, soit environ 10% de la population mondiale. 2022, une année durant laquelle l'insécurité alimentaire a augmenté dans le monde. C'est ce que révèle un récent rapport de l'ONU, avec 258 millions de personnes ayant eu besoin d'une aide d'urgence, contre 193 millions en 2021. Conflits, chocs économiques et crise climatique expliquent cette aggravation. Près d'un Africain sur 5 ne mange pas à sa faim. Le rapport de l'ONU donne des éléments de contexte. Il y a eu le Covid donc, et quand le monde a commencé à se remettre doucement, la Russie a envahi l'Ukraine. Augmentation des prix de l'énergie, des engrais, du blé, avec spéculation sur les marchés financiers, rappelle l'ONG CCFD Terre Solidaire. Libre-échange. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, avec Thomas Zerwal, économiste et enseignant-chercheur à l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille. Selon le rapporteur spécial de l'ONU, le droit à l'alimentation implique d'avoir un accès régulier, permanent et libre à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante. Il faut donc une nourriture disponible, salubre et accessible de façon stable et régulière. Pour respecter ce droit fondamental, l'objectif numéro 2 du développement durable de l'ONU, mis à l'agenda 2030, est d'éliminer la faim dans le monde. Comment atteindre cet objectif ? Et comment tenir ce cap ambitieux après une pandémie mondiale et alors que des conflits font rage en Ukraine ou dans la bande de Gaza ? L'objectif zéro faim dans le monde est-il dans ce contexte toujours crédible ? Et plus particulièrement sur le continent africain et encore plus particulièrement en Afrique subsaharienne. C'est sur ces questions que portera ce nouveau numéro de Libre-Échange. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. On va peut-être commencer par un panorama global en nous posant la question suivante. Combien de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui ? Alors, vous dites faim dans le monde, Olivier, on parle davantage soit d'insécurité alimentaire ou soit de sous-nutrition ou sous-alimentation. Alors, côté insécurité alimentaire, on prend un individu qui va manquer de nourriture à certaines périodes de l'année. Et dans le pire des cas, il va passer une journée sans manger. D'accord. Quand on parle de sous-nutrition ou de sous-alimentation, on parle d'individu qui va manquer d'alimentation de façon très régulière, tous les jours ou presque. D'accord. Donc c'est sur cette notion-là de sous-alimentation ou de sous-nutrition qu'on pourrait se focaliser davantage, car pour moi elle est plus grave, car elle est plus répétitive, elle est plus durable, si j'ose dire. Alors on va mettre de côté l'insécurité alimentaire. Absolument. Et si vous le permettez, on va se concentrer sur cette question de sous-nutrition. Je vais reposer ma question, mais différemment. Combien de personnes dans le monde souffrent aujourd'hui de sous-nutrition ? Alors en 2022, on estime à un peu plus de 9% de la population mondiale. C'est peut-être pas forcément très parlant, ça correspond à 735 millions d'individus. Et on a 3 zones principalement concernées, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine avec les Caraïbes. Alors en Asie, on est environ à 402 millions de personnes. Oui. En Afrique, on est environ à 282 millions. Et en Amérique latine et Caraïbes, on est à environ 43 millions d'individus. Là, on est sur des zones. Oui. Si on se concentre sur le pays qui est le plus touché, quel serait-il ? Alors le pays le plus affecté par ça, c'est un pays africain, la Somalie, qui était à 53% de sa population qui souffrait de sous-alimentation. Alors, c'est des chiffres qui sont spectaculaires. Plus de la moitié de la population qui est affectée par ce problème de sous-nutrition Oui. pour la Somalie. Mais si on élargit un peu le scope, on se rend compte que sur la tendance longue, et pas seulement sur ce pays, mais au niveau global, la tendance est plutôt à l'amélioration, non ? Alors oui, et fort heureusement, on constate en gros, sur les fin dernières années, entre 2001 et 2019, on était à un peu plus de 13% en 2001. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de 9%. Ce que vous annoncez ressemble à une bonne nouvelle. Alors oui, c'en est une et heureusement. On observe une tendance globale qui est rassurante. La sous-nutrition dans le monde diminue, alors en moyenne bien sûr. En 2001, on était à 13%, un peu plus de 13% de la population. On est en 2019 à un peu moins de 9%. Alors, il faut nuancer un peu et préciser un point important. L'inégalité est très forte entre les pays qui ont des niveaux de vie différents. Si vous prenez les pays à faible revenu, on passe de 36% environ à 28%. Ouais. Si vous prenez les pays à plus haut revenu, on passe là de 2,67 à 2,61%. Oui, les proportions d'amélioration ne sont pas les mêmes, mais la tendance est là. Oui. Est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs de cette tendance ? Alors, il y a évidemment des combinaisons de facteurs, mais dans les rapports reviennent 2 effets principaux. Un premier effet revenu
et un second effet dit prix. Alors pour l'effet revenu, c'est assez simple. Une hausse de cet effet va évidemment favoriser l'accès à la nourriture. Donc c'est une bonne chose. Donc il faut surveiller des indicateurs comme la croissance économique, comme la croissance par tête ou encore le niveau d'emploi, bien entendu. Et pour l'effet prix, cette fois-ci, si les prix sont à la hausse, ça va ruiner en quelque sorte l'effet revenu. Et là, il faut surveiller des indicateurs comme l'évolution des prix des intrants, l'évolution des prix agricoles ou des prix agroalimentaires. Je pense forcément à la conjoncture, puisqu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le Covid qui a eu un impact sur la vie chère et sur l'alimentation. Olivier, il y a un indicateur qui existe et qui est très utile. C'est le coût d'une alimentation saine. Alors, on le calcule en dollars US ou USD et on parle en PPA pour parité pouvoir d'achat. Pour mémoire, PPA, c'est simplement ça permet d'exprimer avec une unité commune des pouvoirs d'achat de monnaies différentes. D'accord ? D'accord, je comprends. Merci pour la clarification, mais est-ce qu'on peut se demander quand même si justement s'alimenter sainement aujourd'hui revient à plus cher qu'hier et avant le Covid ? Alors en 2019, nous étions à 3,42 US dollars par jour et par habitant. D'accord. Aujourd'hui, on est à 3,66 dollars US. D'accord. Ouais. Donc ça coûte un peu plus cher. Et souvent, on a tendance à croire que c'est une toute petite augmentation, c'est quelques centimes finalement, mais la FAO estime que cette augmentation va provoquer une hausse de 134 millions d'habitants ne pouvant plus s'alimenter sainement. Vous avez raison de le souligner, Thomas, c'est quelques centimes de différence, mais c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes qui sont concernées au final. Et cette tendance, elle se consolide, je le crains, entre 2021 et 2022. Oui, alors les chiffres que nous donne la FAO sont aussi hallucinants. Entre 2021 et 2022, on a une hausse très importante de personnes souffrant de la faim. On est à presque 90 millions d'individus sur une seule année. Donc c'est quand même considérable. Et encore une fois, l'après-pandémie n'a pas eu un impact homogène selon les pays, selon les zones. Les pays les plus défavorisés ont mis plus longtemps à se redresser et ne reviennent pas du tout à leur niveau de 2019. Donc en fait, on considère que 77% des pays les plus défavorisés n'arrivent pas en 2022 à revenir à leur niveau d'avant Covid. Et là, on parle de la crise sanitaire. En 2022, il y a eu d'autres conflits ou risques qui sont liés à la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut déjà mesurer l'impact de cette guerre sur la sous-nutrition ? Alors, on peut l'imaginer. À peine remis du Covid, la guerre en Ukraine va débuter en février 2022, comme on le sait, et va encore bousculer certains équilibres instables. Bon, tout naturellement parce qu'elle confronte deux pays qui sont quasiment les pays les plus importants en termes de production alimentaire, la Russie et l'Ukraine. Donc je n'ai pas de chiffres à vous donner pour 2023, j'en dispose pas pour le moment, mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est qu'on est face à une tendance qui est rassurante sur le moyen terme, sur les 20 dernières années, mais que cette tendance est très hétérogène et surtout elle est fragile parce qu'elle est instable en fonction des crises sanitaires, en fonction des conflits dans le monde. Oui, c'est donc difficile d'être optimiste en fait. La FAO nous donne aussi des projections intéressantes avec un horizon 2030. Sans crise sanitaire et sans guerre en Ukraine, on serait en 2030 à moins de 119 millions de personnes souffrant de la faim. D'accord. La FAO nous dit, avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, c'est près de 600 millions d'individus qui souffriraient de la faim. La différence entre les deux situations, avec ou sans conflit, elle est proprement hallucinante. Et à ça, on n'a pas intégré le conflit actuel entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Alors non, les chiffres que je viens de donner ne prennent pas en compte, je dis bien ne prennent pas en compte les conflits dans la bande de Gaza. Les chiffres que j'utilise sont ceux de la FAO, et notamment d'un rapport qui s'intitule « L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023 ». Mais je n'ai pas cette nouvelle crise. Ce rapport est gratuit et en ligne. Thomas, on vient de dresser un panorama global de la situation. On a vu que sur le temps long, la tendance était plutôt favorable et que la sous-nutrition avait tendance à baisser au niveau mondial. On a vu aussi que certains conflits politiques, géopolitiques et aussi la crise sanitaire avaient eu un impact défavorable sur cette question et les chiffres s'étaient aggravés sur un temps court. Maintenant, il est peut-être temps de concentrer notre analyse sur certaines régions. On avait traité 3 zones. Il y en a peut-être l'une d'entre elles qui doit concentrer notre attention et qui doit être une priorité pour nous tous. Alors, si je devais zoomer sur certaines parties du monde, je pense que je zoomerais sur l'Afrique et notamment sur l'Afrique subsaharienne ou ASS. Et je préciserai que j'analyserai l'ASS en tant qu'espace homogène ou uniforme, alors qu'il faudrait bien sûr aller plus loin et séparer et diversifier selon les régions et les pays. Ce continent. Alors je vais peut-être être naïf, mais dans vos chiffres tout à l'heure, on avait vu que c'était surtout l'Asie qui était concernée par la sous-nutrition, bien devant l'Afrique.
J'ai au moins 4 raisons pour insister davantage sur l'Afrique subsaharienne. Première raison, c'est la proportion. On a dit que 3 zones étaient principalement affectées dans le monde, Asie, Afrique et Amérique latine et Caraïbes. Donc si, et seulement si, vous prenez le nombre d'habitants concernés pour chaque zone. Maintenant, si vous prenez le pourcentage de la population de chaque zone, on est sur des dimensions complètement différentes. Un exemple, l'Afrique, c'est 23,5% de sa population qui souffre de faim. Alors que du côté asiatique comme du côté Amérique latine et Caraïbes, on est autour des 9%. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il y a un deuxième argument qui pourrait revenir et justifier mon choix, c'est le haut du classement. Si vous prenez les 10 pays les plus sous-alimentés au monde, vous en avez 8 qui se situent en Afrique, dont le trio de tête. Troisième argument potentiel, c'est l'évolution de la sous-alimentation. Sur les 3 zones les plus affectées, les évolutions sont complètement différentes. Entre 2010 et 2019, la faim a progressé uniquement en Afrique, et cela en Afrique du Nord comme en Afrique subsaharienne. Quatrième argument, Olivier, c'est l'évolution démographique cette fois. L'Afrique est le seul continent qui connaîtra une forte poussée démographique, comme on l'a déjà signalé dans un précédent podcast. Et pour vous donner quelques exemples, entre aujourd'hui et 2100, plusieurs pays comme l'Angola, le Burundi ou le Niger vont voir multiplier leur population par 5. J'ai compris qu'on a focalisé sur l'Afrique et je vais m'en tenir à votre 4e argument pour soulever peut-être un argument, lui, très provocateur. Pourquoi ne pas adopter une politique néo-malthusienne dans ce cas-là et jouer sur la démographie, chercher à la contrôler, chercher à limiter les naissances ? On peut jouer sur beaucoup de facteurs politiques complémentaires. Je pense à des politiques publiques, par exemple, qui vont favoriser ou pas la natalité, comme une politique de planification familiale, ou comme des politiques d'éducation, d'information pour les personnes les plus jeunes, par exemple. Mais il faut ajouter un contre-argument. Il faut rappeler encore et encore que vouloir mettre en place une politique et atteindre les objectifs de cette politique, c'est 2 choses complètement différentes. Surtout, comme c'est le cas dans le continent africain, si votre administration est peu efficace et ou peu compétente et ou corrompue. Bon, alors, sur le cas africain, moi je doute que ça soit envisageable sur le court terme, et de toute façon, je dis bien de toute façon, la croissance démographique d'un pays ne se joue pas sur un instant T. C'est pas comme ça que ça se déroule. Pour preuve, de nombreux pays ont essayé. L'Inde a essayé sur le long terme, parfois de façon très brutale, et ça n'a pas donné lieu aux résultats espérés. Donc c'est pas le levier le plus efficace pour agir sur la question de la sous-nutrition. Je vais rester en économie. On est du côté soit de l'offre, soit du côté de la demande. Si on ne peut pas agir sur la demande, donc la démographie, est-ce qu'on peut agir sur l'offre, c'est-à-dire les leviers que vous aviez indiqués tout à l'heure, les effets prix, les effets revenus ? Alors oui, Olivier, à plus court terme, miser sur l'effet revenu et donc sur l'emploi sera, à mon avis, beaucoup plus efficace que de miser sur la natalité. Alors maintenant, attention, il y a quand même une spécificité africaine, puisque, vous savez, d'habitude, on a une répartition en 3 grands secteurs, agriculture, industrie et services. Et dans les pays développés, on est passé d'une population active qui était principalement agricole vers une population industrielle qui s'est transformée, elle, petit à petit, en population servicielle. En Afrique, c'est pas du tout le cas. Ça se passe pas comme ça. Il y a un certain nombre de rapports qui montrent que il y a beaucoup d'emplois dans l'agriculture, mais que le saut vers l'industrie ne se fait pas. On parle à cette occasion souvent de contournement du secondaire. Par contre, en Afrique, on passerait davantage de l'agriculture vers les services. Et les chiffres nous le montrent. L'emploi agricole en Afrique, c'est 60% des travailleurs. L'emploi industriel, c'est environ 10%. Et l'emploi serviciel, c'est environ 30%. Mais lorsque je vous entends, Thomas, je suis en train de me dire que l'agriculture constitue un véritable atout pour l'Afrique. Oui, mais alors, encore une fois, avec l'Afrique, c'est pas si simple. L'agriculture africaine a aussi une grande spécificité. Je m'explique. Quand on avait débattu sur l'agriculture française dans notre dernier épisode de Libre-Échange, on avait insisté sur le fait que l'agriculture était principalement spécialisée, mécanisée, avec une utilisation forte de la chimie, et que tout ça, mis bout à bout, provoquait une forte productivité agricole. Bon, on s'en souvient. Pour l'agriculture africaine, on est face à plusieurs défis en cascade, si je peux me permettre. On constate que la productivité agricole africaine est faible, ce qui entraîne un continent qui est quasi incapable d'exporter, ce qui l'oblige, avec cette cascade-là, à importer davantage, notamment des produits alimentaires, et notamment des produits alimentaires de base. Je pense notamment à 5 produits de base, riz, blé, sucre, soja et viande de bœuf. Ouais, et la priorité donc serait d'améliorer la productivité agricole. Oui, alors théoriquement, quand on améliore la productivité agricole, on entraîne, une augmentation des revenus des agriculteurs,
Donc on retrouve notre fameux effet revenu. Ouais. Et 2, on peut espérer aussi une baisse des prix. Donc on retrouve aussi notre effet prix. Donc on a trouvé notre levier, Thomas, finalement, parce que si on investit dans la productivité agricole, on retrouve notre effet revenu, notre effet prix, et donc on pourrait faire reculer la sous-nutrition. Mais je vous connais un peu, et je sais que lorsque vous insistez en disant théoriquement, il y a peut-être un biais. Je peux commencer par un argument qui est avancé par un grand nombre de rapports. Une augmentation des investissements, et notamment des investissements publics dans l'agriculture, est nécessaire, pour ne pas dire indispensable. Et pourtant, dans les chiffres, ce qu'on constate, c'est que les pays africains investissent moins dans l'agriculture que les pays dits développés. Donc c'est assez paradoxal. Là, j'ai du mal à vous suivre, Thomas, parce qu'on a d'un côté une solution qui semble toute trouvée, et comment on peut expliquer qu'il n'y ait pas d'investissement derrière ? Olivier, la Banque mondiale, comme d'autres organisations d'ailleurs, soulève quelques difficultés, généralement classées par acteurs. Alors, les habitants, évidemment les habitants qui ne souffrent pas de malnutrition ou de pauvreté, ou de trop grande pauvreté, on pourrait théoriquement se dire qu'ils seraient capables d'investir. Ce n'est pas possible parce que le taux d'épargne en Afrique est trop faible. Vous pouvez me dire, il suffirait de leur proposer des crédits. Alors là, les choses sont encore une fois plus compliquées qu'on ne le pense. Première difficulté, comme le secteur informel peut représenter jusqu'à 45% des revenus, vous ne pouvez pas présenter à une banque un revenu régulier. Ou alors, vous ne voulez pas que ce revenu soit traçable. Donc ça complique le travail de la banque qui va vous juger risqué. Bon. Deuxième argument, quand bien même vous seriez salarié et donc potentiellement capable de prouver des revenus réguliers et traçables, il n'y a pas d'assurance chômage. Donc si vous tombez au chômage, vous perdez tout. C'est donc plus risqué pour la banque. Troisièmement, vous avez peu de contrôles de crédit qui sont centralisés. Donc on sait très bien, et les banques le savent aussi, qu'un habitant en Afrique peut prendre un crédit dans une banque et pourrait multiplier les crédits dans d'autres banques. C'est une nouvelle fois plus risqué. Et dernier argument, comme les banques ne peuvent pas prélever d'argent sur l'épargne et comme les banques ne peuvent pas prélever d'argent sur les prêts qu'elles donnent peu, leur fonds n'est pas suffisant pour jouer sur des crédits risqués. On ne va pas incriminer seulement les habitants, parce que j'imagine qu'il y a d'autres sources d'investissement que les seuls habitants. Alors, vous avez raison, les entreprises aussi sont un acteur qui est indispensable à l'investissement. Mais il faut lever encore une fois 2 difficultés. Un premier obstacle vient du fait que les entreprises elles-mêmes ont peu de confiance vis-à-vis des institutions bancaires, notamment après plusieurs crises bancaires en Afrique de grande importance. Et une seconde difficulté, c'est la spécialisation des entreprises, qui est davantage, j'ai envie de dire, monoclient. Donc c'est risqué de prêter aussi à ces entreprises, parce que si le client est perdu, tout est perdu. D'accord, mais dans ce cas-là, peut-être que l'État, lui, peut se substituer aux entreprises ou aux habitants. Alors oui, effectivement, si ça ne vient pas des habitants et que ça ne vient pas des entreprises, on peut imaginer que des institutions politiques locales, ou même plus nationales comme l'État, puissent être un acteur assez intéressant. Alors il y a au moins, encore une fois, 2 problèmes qui se cumulent. Un, c'est ce que j'ai aussi expliqué sur les entreprises, quand l'épargne est faible, et que le poids de l'économie informelle est élevé, votre assiette fiscale est forcément très faible. C'est impossible d'en avoir une élevée. Bon. 2, même si l'assiette fiscale était élevée, encore faut-il que l'argent soit bien dépensé, et encore faut-il que l'argent ne soit pas détourné. On sait que la corruption est un vrai problème qui mine le développement de l'Afrique. Un rapport de l'ONU nous rappelle d'ailleurs que les municipalités dépensent au maximum $10 par an et par habitant dans les capitales, et à peine $1 par an et par habitant dans les villes secondaires. Pour vous donner une comparaison extrême, Olivier, en France, les municipalités, en 2022, dépensent entre 900 et 1800 € par an et par habitant. Justement, puisque vous en venez aux comparaisons, est-ce qu'on ne peut pas penser que des entreprises étrangères seraient des acteurs de l'investissement en Afrique ? Alors si, encore une fois, théoriquement, c'est tout à fait possible. Elles peuvent le faire de 2 manières, avec des investissements qui sont un peu plus durables et des investissements un peu plus spéculatifs. Alors prenons ces 2 investissements les uns après les autres. Pour les investissements un peu plus durables, on parle généralement d'investissement productif ou IDE pour investissement direct à l'étranger. Alors, pour mémoire, l'IDE implique au moins 2 choses. C'est un intérêt durable, première chose, et aussi une influence significative entre une organisation d'un pays, imaginons la France, et une organisation d'un autre pays, l'Afrique en l'occurrence. Bon, alors ça c'est tout à fait... D'un continent. Pardon. Ça, c'est tout à fait imaginable, mais le problème, c'est que les chiffres ne donnent pas cette tendance. Depuis 1970, les flux d'IDE sont principalement nord-nord. Si on ne peut pas jouer là-dessus, prenons des investissements spéculatifs, financiers, classiques, de plus court terme. Alors là aussi, on est face à une difficulté. Il faut essayer de comprendre pourquoi les flux arrivent du nord vers le sud et pourquoi ils partent.
En fait, on constate que les flux spéculatifs arrivent sur le continent africain quand la banque, les institutions bancaires ou financières paraissent plus solides, plus crédibles, plus stables aux yeux des pays développés. Première chose. Et seconde chose, la plus importante, les pays développés, par exemple la France, vont investir par exemple en Afrique quand elles-mêmes, dans leur propre pays, il y a une instabilité financière. Ça, c'est le démarrage. Mais pourquoi ça s'arrête ? À partir du moment où cette instabilité financière dans les pays développés s'arrête, les flux remontent immédiatement. Donc en fait, au lieu de proposer un investissement ou des flux financiers crédibles, utiles, c'est pire. Ça renforce encore et encore l'instabilité en Afrique. Oui, les entreprises cherchent les opportunités. Là, on en est dans ce cas de figure, les entreprises. Mais si on regarde du côté des États étrangers? Alors, il y a un État en particulier qui investit massivement en Afrique. On en a déjà discuté dans un autre podcast. Il s'agit de la Chine, avec le projet des nouvelles routes de la soie. Alors, ce qu'offre la Chine en Afrique, évidemment, séduit. On peut le comprendre puisque la Chine a avancé, a promis plus de 60 milliards de dollars. Mais est-ce que véritablement ça profite à l'Afrique? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il n'y a pas plus de dépendance que d'interdépendance dans leur investissement? Je ne suis pas sûr non plus. Le mécanisme chinois est quasiment toujours le même. La Chine investit via ses banques. Elle y positionne des entreprises chinoises qui peuvent devenir actionnaires majoritaires d'ailleurs. Elle y place de la main-d'œuvre pour construire, mais aussi pour surveiller avec une présence militaire. Et si l'État ne peut pas rembourser, si le pays ne peut pas rembourser, la Chine va récupérer des ressources du pays. Évidemment, ce sont des ressources stratégiques. Alors, si on ne peut pas compter massivement sur les investissements, est-ce qu'il n'y a pas une façon de contourner le problème? Je pense en termes agricoles, bien sûr, avec un système plus débrouillard qui serait fondé sur l'autoproduction agricole, par exemple. Je peux vous montrer pourquoi c'est une solution qui est crédible peut-être à court terme ou qui est juste pas à exclure mais qui n'est pas suffisante. L'autoproduction en Afrique, c'est en moyenne 37% de la consommation alimentaire pour un ménage à faible revenu. Et c'est 33% de la consommation alimentaire pour un haut revenu. Donc ça, c'est une première chose. C'est pas considérable, mais ça existe, d'accord ? Le problème, c'est que la tendance va à l'encontre de ça. C'est-à-dire que les Africains consomment de plus en plus de produits transformés. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués par l'industrie agroalimentaire. Exactement. Donc, étant donné cette tendance, j'aurais plutôt misé sur l'accessibilité économique des produits alimentaires et la disponibilité des produits alimentaires plutôt que sur l'autoproduction. Thomas, vous dites accessibilité économique. Comment s'y prend-on concrètement pour la renforcer? Olivier, je suis ni magicien, ni omniscient, ni homme politique. Je vais vous proposer une réponse qui est basée sur quelques lectures simplement. On retrouve souvent l'idée de miser sur la diversification des activités et surtout s'écarter de la piste unique de l'extraction des matières premières pour générer du revenu. Et on constate dans les chiffres que les pays qui ont le plus diversifié leur production se sont mieux sortis pendant et après la crise. Par contre, ceux qui ont misé uniquement sur l'extraction des matières premières n'ont jamais réussi, pour 77% d'entre eux, à retrouver en 2022 leur niveau de 2019. D'accord. Et il faut comprendre pourquoi, en fait, les fluctuations des prix des matières premières jouent si fortement sur le destin de votre pays. Quand les fluctuations sont à la baisse, ça joue sur votre endettement. Depuis 2014, on sait qu'en Afrique, le ratio dette-PIB augmente de 25 points. Globalement. Globalement, oui. Ouais. Mais si vous focalisez sur les pays qui ont misé uniquement sur une activité, l'extraction de matières premières, vous ajoutez à cela, à ces 25%, 12 points supplémentaires. Donc ça, c'est quand c'est à la baisse. Mais quand c'est à la hausse, on pourrait se dire que tout va bien aller. Or, ça s'améliore pas. Ça n'améliore pas la qualité de vie des habitants. Et on constate que les pays africains sont très inégalitaires. On a un cas d'école qui est le Nairobi, qui est souvent cité dans les rapports, où 10% des plus pauvres touchent moins de 2% des revenus, alors que les 10% les plus riches captent plus de 45% des revenus. Alors c'est un pays qui est frappé de ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Oui. Et il y a d'autres pays qui sont dans cette situation. Olivier, les plus dépendants sont l'Angola, le Tchad, la République démocratique du Congo et ou le Soudan du Sud, où là, cette fois, plus de 90% des exportations sont uniquement basées sur l'extraction de matières premières. On a compris qu'on ne pouvait pas dépendre exclusivement des matières premières, qu'il fallait diversifier son économie. Mais concrètement, comment on va s'y prendre pour mettre en place ce modèle plus diversifié ? Alors on peut miser, on l'a sous-entendu dans nos échanges, on peut miser avant tout sur les services.
et du coup mieux s'intégrer dans les échanges internationaux, parce que ce qu'on constate en fait, c'est que l'Afrique n'arrive pas à s'intégrer dans les échanges internationaux, elle subit une autre mondialisation. Certains auteurs, Olivier, parlent de 3 cercles. Il y aurait un premier cercle qui correspond aux pays de la triade, donc Amérique du Nord, Europe et Asie, avec la Chine. Et ces 3 zones, cette triade, sont intégrées fortement à la mondialisation de façon symétrique. Alors je peux peut-être insister sur ce que ça signifie symétrique. Ces 3 zones occupent les 3 premières places, aussi bien pour le montant de leur exportation que pour le montant des importations des biens qu'elles produisent. Ces biens sont davantage à haute valeur ajoutée, première chose. Deuxième chose, ils sont à la fois emprunteurs et prêteurs pour des investissements directs, productifs, dont on a parlé tout à l'heure. Troisième point, ils sont aussi emprunteurs et prêteurs sur des capitaux financiers. Et enfin, toujours sur la finance, le cours boursier des différentes places sont corrélés. C'est le premier cercle. Un deuxième cercle qui comprend les économies émergentes. Donc elles sont intégrées à la mondialisation aux 3 niveaux que nous avons cités, les échanges, la production, la finance, mais elles le sont de façon asymétrique. On pense aux pays comme la Corée, le Mexique ou le Brésil. Reste enfin, Olivier, les économies qui sont marginalisées, donc dans notre fameux 3e cercle. C'est la forme asymétrique par excellence. C'est là où David Ricardo a totalement raison. On retrouve plusieurs points. 1, les exportations reposent sur des produits primaires, du sol ou du sous-sol. 2, les importations sont en revanche très dominées par des produits qui sont manufacturés. 3, les flux d'investissement dont on a parlé sont faibles. Et 4, les flux financiers viennent apporter beaucoup plus de fragilité et d'instabilité. Donc peut-être que la façon de s'en sortir, c'est justement de miser plus sur les services pour toutes ces économies de l'Afrique subsaharienne. Mais pour y arriver et miser sur les services, il faudra relever un autre défi, un défi de taille, ce serait de restreindre l'économie informelle. Car en fait, les chiffres officiels de la part des services en Afrique subsaharienne sont largement sous-estimés. Sous-estimés en termes d'emploi et sous-estimés aussi en termes d'exportation. En réalité, en Afrique subsaharienne, on ne compte pas que 30% des emplois serviciels. Et on n'exporte pas que 3% des flux internationaux. C'est bien plus. Il y a donc une autre mondialisation qui est en place. Selon l'Union africaine et selon l'OCDE, il y a 93% des nouveaux emplois qui sont offerts aux citadins qui relèveraient de l'économie informelle. C'est des chiffres qui sont très spectaculaires. Et on voit bien que l'enjeu, c'est de transformer cette économie informelle en économie formelle ou légale. Malheureusement, pour cela, il faut encore relever d'autres défis. Il faut réussir à augmenter les contrôles et à diminuer la corruption en même temps. Alors, l'économie informelle ne permet pas aux États africains d'engendrer des revenus et la corruption va nuire au commerce. Alors, je peux peut-être un peu développer. La corruption sur les produits alimentaires, par exemple, va augmenter les prix pour les consommateurs, va augmenter aussi les trajets de livraison. Je m'explique aussi. Quand les contrôles se multiplient, vous perdez du temps sur les trajets. Donc vous êtes incité, pour ne pas perdre vos denrées alimentaires, pour ne pas perdre votre production alimentaire, à payer, à soudoyer, pour passer ces zones de contrôle plus vite. On nous dit que 20% de la production alimentaire est perdue entre la ferme et les habitants en Afrique subsaharienne. Donc c'est énorme. Ouais. Pour mémoire, c'est seulement 13% dans le monde et c'est un peu plus de 7% en Europe de l'Ouest. Alors, il y a une hausse des prix pour le consommateur, il y a 2, des temps de livraison plus longs qui entraînent du gâchis, je viens de le dire, et tout cela entraîne une 3e conséquence, c'est simplement que vous découragez les producteurs. Donc il faut réussir à commencer par mieux payer vos fonctionnaires, les payer au bon moment, les payer au bon montant pour que ceux-ci ne deviennent plus des accélérateurs de la corruption. À partir de là, vous pouvez récupérer des financements, vous pouvez diminuer votre dette, vous pouvez diminuer aussi votre dépendance vis-à-vis des investissements extérieurs, comme les investissements chinois dont on a parlé, et vous pouvez commencer par investir dans des services non pas simplement commerciaux, mais aussi dans des services publics. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple d'un investissement dans un service public qui serait utile ? Alors on pourrait par exemple investir dans des infrastructures routières, qui serait bénéfique d'ailleurs pour tout le monde. Vous gagnez du temps en termes de transport, vous évitez de gâcher de la production, notamment alimentaire, vous diminuez la corruption en fait, parce que le mauvais état des routes favorise la congestion qui incite encore les transporteurs à payer, évidemment puisque si vous ne payez pas, votre camion reste à quai, ou votre conteneur reste à quai. Évidemment, investir dans les infrastructures routières, c'est très coûteux. L'investissement est d'ailleurs estimé à plus de 130 milliards de dollars par an. Mais ça vaut le coup. Toujours la Banque mondiale nous dit que mettre fin à ces pratiques permettrait d'augmenter la production de biens alimentaires de 3% et la consommation d'au moins 4%.
Et ça s'est déjà vérifié, les pays qui ont le mieux résisté de toute façon aux différentes crises sont ceux dont la croissance était portée par des investissements publics, notamment dans les infrastructures routières. Thomas, je vais essayer de résumer ce qu'on s'est dit jusqu'à présent dans ce nouveau numéro de Libre-Échange sur la sous-nutrition. On a vu que la sous-nutrition affectait davantage l'Afrique subsaharienne. On a vu que la productivité agricole n'était pas suffisante, que pour y remédier, on pourrait recourir à des investissements, soit locaux, alors je pense bien sûr aux habitants, aux entreprises ou à l'État, mais aussi internationaux par le biais d'entreprises ou d'États étrangers. Mais là encore, ce n'est pas au rendez-vous. Alors, un des scénarios serait l'autoproduction agricole par les Africains. Mais là encore, ce n'est pas une solution viable et pérenne. On peut et on doit diversifier l'économie en recourant aux services, mais pour ce faire, il faudrait à la fois augmenter les contrôles, diminuer la corruption, avoir un meilleur contrôle de l'économie informelle, ce qui permettrait de récupérer de l'argent public qui, lui, serait réinjecté dans l'économie, permettrait de financer des investissements sains et durables. Alors vous avez bien compris qu'un faisceau de facteurs était indispensable pour prendre à bras-le-corps ce problème de sous-nutrition. Et comme souvent, et peut-être même davantage sur l'Afrique, on ne peut pas être dans une causalité qui serait directe et basique. Vous avez cité Malthus. Malthus dit « aider les pauvres, c'est multiplier la pauvreté ». Amartya Sen dit « les démocraties ne connaissent pas la famine ». Et je pense qu'encore une fois, Sen a raison. Et c'est même un premier paradoxe de l'Afrique subsaharienne, avoir autant de ressources sans véritablement pouvoir en bénéficier. Alors, c'est pas facile à mettre en place, entre l'endettement que vous avez cité, entre l'économie informelle, la corruption. Remettre en place un cercle vertueux pour récupérer des capitaux et investir sainement, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un premier paradoxe à lever. Vous dites premier paradoxe, ça signifie qu'il y a probablement un second défi. Il y a effectivement un deuxième paradoxe qu'il va falloir soulever pour l'Afrique subsaharienne, mais pour l'Afrique en général, c'est celui du changement climatique. C'est le continent qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre et c'est sans doute celui qui va en subir le plus les conséquences. Alors, c'est un sujet passionnant, mais qui mériterait évidemment au moins un autre podcast. Oui, ceux qui nous ont écoutés ont peut-être pensé que nous oublions cette question qui semble primordiale, et elle l'est. C'est justement pour cette raison que nous gardons ce sujet de côté, et on lui gardera une place particulière dans Libre-Échange. Merci Thomas. Merci Olivier. Ce podcast vous a été proposé par l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et l'IFG Executive Education.